265 millions de personnes ouvrent Canva chaque mois. Et dans ce chiffre-là, il y en a un autre invisible qu'on connaîtra jamais vraiment. Combien parmi elles ont un jour appris à designer? J'ai voulu le chercher quand même. Ce que j'ai trouvé, c'est pas une réponse, c'est une fracture. Un endroit précis où tout un métier a commencé à se fissurer. Un client m'a écrit « Fais-moi un truc vite fait sur Canva. » Pas un logo, pas une identité, un truc et vite fait. Le problème, c'est pas que tout le monde crée, c'est qu'on sait plus ce qu'est la créativité quand tout le monde crée la même chose. Melanie Perkins a 20 ans. Elle est à la fac en Australie et elle donne des cours particuliers. Elle apprend à d'autres étudiants à se servir des logiciels de design, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, machin. Et elle regarde des gens perdre des heures à comprendre où se trouve le bouton pour changer une police. Elle se dit qu'il y a vraiment un problème et elle trouve que c'est pas un problème de courbe d'apprentissage, genre effectivement c'est une compétence lourde et énergivore donc qui prend du temps à s'acquérir, etc. Pour elle, c'est un souci de logiciel, d'ergonomie et de comment on pense un outil pour les gens qui s'en servent. Comme toutes les personnes qui deviennent entrepreneurs un peu par envie, un peu par erreur, ce truc qui la gonfle, elle a envie de le résoudre et elle va le faire seule. Entêtée quand même la meuf, hein, on peut lui accorder ça. Enfin, seule. Presque, parce que c'est avec son mec qu'elle monte d'abord Fusion Books. C'est un outil pour créer des annuaires scolaires en ligne. Et ça marche. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et enfin la France, mais elle vise plus large comme marché. Elle a faim, la gourmande, et elle veut créer le même type d'outil, mais plus seulement appliqué aux scolaires, appliqué cette fois à tout le reste. Elle veut créer un logiciel qui soit tellement intuitif que t'as plus jamais besoin d'apprendre à t'en servir. Bon, déjà la logique m'agace un peu, mais soit on avance. Elle aussi, elle avance et elle part pitcher son idée à des investisseurs. Alors attention, c'est là que démarre le storytelling du voyage du héros par Melanie Perkins. Elle traverse maintes et maintes contrées, plus de 100, qui aboutissent à plus de 100, claquage de porte dans la tronche. Il y a 100 investisseurs qui lui disent non. En vrai, c'est déjà badass d'être arrivé jusque-là, franchement. Jusqu'à ce qu'elle croise Bill Tai, un investisseur américain qui est de passage en Australie et qui l'invite à un séminaire en Californie. Bon, c'est pas les séminaires de la boîte d'import-export de Beach, de Trécon, de Cornu ou de Verge, hein. Ouais, c'est vraiment des noms de villes qui existent. La France est en feu, mais la France est drôle. Donc, comme c'est un séminaire en Cali-fucking-Orny, figure-toi qu'il y a un prérequis, c'est de savoir faire du kitesurf. Elle a jamais fait de kitesurf, bien sûr, mais elle dit qu'elle est Gallo 5 pour accéder au séminaire. Bien vu, Mel, parce que c'est quand même le barbotage le plus rentable du monde. Canva se lance en 2013. La promesse, elle varie jamais, elle la répète encore aujourd'hui mot pour mot, tout le monde doit pouvoir designer. Bon, déjà la logique m'agace un peu, mais soit on avance. Bon, si on enlève les ressentiments éthiques, il y a une vraie stratégie de génie qui marche à coup sûr. Elle a mixé deux éléments d'environnement complètement différents. Un mix and twist. Quelques exemples. Un ingénieur de la NASA a eu une idée, et si vos pieds marchaient sur un coussin d'air digne d'une navette spatiale, la technologie Air est née. Une colle pensée pour des viseurs de précision en pleine guerre, reprise en chirurgie pour refermer des plaies sans point de suture. Aujourd'hui, elle répare votre vaisselle et le vase de belle-maman. Un ressort conçu par la marine pour stabiliser des instruments sur ses navires. Tombé entre de bonnes mains, il s'est mis à marcher tout seul. Le Slinky était né pour notre plus grand bonheur. Elle a fait pareil. Elle a pris un type de logiciel réservé aux pros et elle l'a pensé comme un objet grand public. Mais c'est pas la première à vendre la promesse de l'accessible à tous. L'industrie du vêtement l'a vendu avant elle. Rendre accessible vite et pas cher, ce qui prenait autrefois du temps, du métier, voire encore plus en amont un rendez-vous chez un tailleur. Moi, j'ai mis 5 ans à apprendre à faire ça bien. 5 ans d'école, de logiciels que je comprenais pas, de stages où on me payait pour scanner des maquettes et corriger des fautes, parce qu'en fait tu sauras que l'orthotypo est l'ensemble des règles qui régit les textes que tu lis pour être sûr que les deux points soient suivis et précédés d'un espace, que les noms d'œuvres soient en italique et pas en gras, que la chasse entre les lettres soit suffisante pour être lue à 30, 50, 70 cm. Oui, il y a des gens qui se fadent ça. Mais là, si t'as les yeux ronds, c'est aussi parce que personne ne raconte ça dans une pub Canva. Bon, on va lancer un pavé dans la mare. Ce que Canva te propose de faire techniquement, c'est pas créer, c'est assembler. T'as des templates, des blocs préfaits, une photo ici, une police là, un dégradé au-dessus, machin. Hop, tu remplaces par tes infos et c'est bon, on y va. Une multitude de combinaisons qui va te permettre de sortir un résultat fini en cliquant sur des blocs que quelqu'un d'autre a déjà dessiné, travaillé et mis en place pour toi. En fait, c'est exactement le même geste que Shein a industrialisé sur le vêtement avant Canva. On appelle ça le test and repeat. On peut dire aussi le test and learn. On commande à un fournisseur une petite série, 50, 100 pièces, je sais pas, d'un modèle qu'on n'a jamais vendu. Si ça se vend, on relance la commande en quelques jours. Si ça marche pas, on l'oublie et on recommence avec une autre variante. Le vrai pari, il est jamais sur la nouveauté elle-même, il est minuscule, 50 pièces, presque rien à perdre. Le vrai argent, la vraie mise, elle va toujours sur ce qui a déjà prouvé que ça marchait.
Chez Canva, la variante, c'est le template qu'on adapte. Chez Shein, c'est la coupe qu'on teste. C'est pas le même produit, mais le mécanisme est le même. Il y a une friction, un truc désagréable qu'il faut annuler pour pouvoir vendre. Chez Canva, c'est le temps passé, le risque pris, l'incertitude de créer un truc qui existe pas encore et qui pourrait être moche. Chez Shein, c'est la coupe inconnue, le modèle pas encore validé, la nouveauté trop nouvelle qui sort de nulle part et qui trouve pas son public. Dans les deux cas, cette friction, elle devient un problème à supprimer. Canva ne crée rien. Il colle des briques qui existent déjà, exactement comme ce qu'il propose, des briques qui existent déjà qu'on peut coller. C'est cohérent, vous me direz. Le problème, c'est que nous, en tant que créatifs, ce qu'on vend, c'est pas de l'assemblage, c'est de la création. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte sur le terrain que Canva allait bouffer du travail aux créatifs. J'étais en réunion, on parlait de déployer une nouvelle identité. Un gros client, hein, donc je vais taire le nom par déontologie, mais enfin quand même un gros client qui a pas de problème de fric. Donc gros projet, gros travail, ambitieux et toujours un peu risqué quand on modifie une identité de marque. Ça échange, ça planifie, ça discute des deadlines, ça bouge des blocs dans le calendrier, et d'un coup, un gars en visio qui fait résonner le micro. Et au pire, on peut pas le faire sur Canva vite fait. Frédéric qui gère bien les templates de Canva, ça suffirait, non? Dans mes souvenirs, il avait cette voix. Alors, j'ai rien contre l'idée qu'un nouveau logiciel apporte du nouveau, du neuf, du mieux, etc. Mais alors quand même, voir son métier disparaître devant ses yeux, ça fait tout drôle. Aujourd'hui, Canva, c'est 265 millions d'utilisateurs actifs chaque mois et ce nombre a fait un bond de l'espace. 20% en un an. 31 millions qui payent, 4 milliards de dollars de revenus récurrents, là aussi en hausse de 43%. Une valorisation qui aussi, selon la transaction qu'on regarde, entre 42 et 65 milliards de dollars. Même les chiffres n'arrivent plus à se mettre d'accord tellement on sait pas jusqu'où ça va grossir. Derrière cette vraiment premier degré super bonne nouvelle entrepreneuriale, il y a une vérité qui me fout quand même un peu le vertige. 265 millions de personnes qui piochent dans les mêmes blocs, ça peut pas produire 265 millions de résultats différents. Ce que ça produit par contre, c'est une vibe, un style, le style Canva. Les polices manuscrites, les mélanges d'une typo manuscrite et une typo bien droite, les fonds pastels, les dégradés flous. Au contraire, les bleus, les verts très sombres qu'on tranche avec du doré ou du blanc pur, les patterns, les filets. Les designs faits sur Canva sont reconnaissables entre mille, au point que la presse design lui a donné un nom, la canvaification du design. Une étude publiée en 2025 va jusqu'à documenter le mécanisme précisément. J'espère que je penserai à vous la mettre en description. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, je le ferai. On pourrait croire que c'est juste un effet de nombre, genre plus de monde utilise l'outil, donc forcément plus de designs se ressemblent. Mais non, c'est pire que ça. Plus une base de template est utilisée par du monde, plus elle homogénéise ce qu'elle produit. La démocratisation, à cette taille-là, elle fabrique l'uniformisation. Et ça, c'est une construction, c'est pas un accident. Pour le dire plus simplement, utiliser les mêmes templates entraîne la fabrication de nouveaux templates qui leur ressemblent, qui entraînent l'utilisation de ces templates, vu qu'ils ressemblent à ceux qu'on utilisait, ce qui entraîne la fabrication de nouveaux templates qui leur ressemblent encore, et bla bla bla. D'ailleurs, même mécanique, même échelle côté vêtements, Shein sort jusqu'à 10 000 nouvelles références par jour. Zara, la marque, qui avait elle-même révolutionné la vitesse de la mode il y a 20 ans, en sort 2000 par mois. C'est genre un ordre de grandeur d'écart. Alors, moi, la mode, j'avoue que ça me passionne pas tant que ça. Donc si je fais une erreur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais quand je me suis demandé dans quelle mesure Canva c'était de la fast fashion, j'ai trouvé ces chiffres-là. Là où Shein et Zara se ressemblent vraiment pour le coup, c'est que dans les deux cas, c'est jamais vraiment nouveau. C'est une variation de ce qui a marché, dupliqué à l'infini, jusqu'à ce que le vêtement, comme le visuel, devienne un peu interchangeable. Dans sa forme. En tout cas, après la sélection des matières, le patron, les assets, le packaging, etc. fait que le travail de marque rend un pull Zara différenciable d'un pull Shein. Mais ce schéma-là, tu le retrouves partout. On part du principe qu'un élément singulier, étonnant, restrictif ou contraignant représente une friction qu'il faut supprimer plutôt qu'une valeur à préserver. Des fois, je me dis, bon, les gens qui font un peu le même contenu que moi font des posts comme ça, fond de couleur, écriture un peu fat, quelques ornements, et ça y est, ça part. Finalement, ce qui me différencie des autres, c'est le fond, c'est ce que je dis, parce que ça sort de ma tête à moi, et blablabla. Non, aujourd'hui, en tout premier lieu, ce qui te différencie, c'est le visuel. Comme dans un date, ce que tu vois en premier, c'est le physique. Et si le physique passe pas, pour certaines personnes, c'est rédhibitoire, même si le mental match de ouf. Et si je suis honnête, ça m'arrive à moi aussi de vouloir la même chose. Pas vouloir sortir du lot, pas vouloir essayer de donner un point de vue que j'entends pas trop, juste être reconnu tout de suite comme faisant partie du bon mouvement, du bon feed, de la bonne esthétique. Matcher une vibe plutôt que porter une intention. C'est dommage que j'ai cette amnésie de mon enfance. Je me rappelle pas si j'étais la dernière à être choisie dans les équipes de foot ou si c'était moi le capitaine. Mais ça pourrait expliquer bien des choses.
Salut, c'est la meuf de la com. Dans cette vidéo, j'arrête pas de raconter que Canva n'aide pas ses utilisateurs à apprendre des règles de design, alors je vais le faire. Comme on n'est pas des chiens, je t'ai préparé un petit PDF avec des règles assez simples à connaître pour essayer de rendre tes documents plus justes sur le plan du design. C'est gratuit et je prends aucune adresse mail, c'est vraiment juste pour ceux que ça fait kiffer d'acquérir quelques bases. Pense à t'abonner, liker, commenter, c'est vraiment le seul thermomètre qu'on a pour savoir si ça t'a plu ou pas. Bisous. Il restait un dernier moment de friction. C'est le truc qui rend le tout intéressant. Les choix tranchés, les ajustements, les décisions prises. Magic Studio, l'intelligence artificielle de Canva. Magic Studio vient de faire péter cette dernière fiction. Plus de 16 milliards d'utilisateurs cumulés depuis son lancement. 800 millions d'interactions IA chaque mois, en hausse de 700% en un an. Mais il y a un truc qui change tout, c'est la manière dont Canva se présente. Si, jusque-là, on était plutôt sur une aide au design un peu facile, une proposition de valeur accessible, etc., en octobre 2025, Canva va changer officiellement de définition elle-même. Elle se présente plus comme un éditeur de design avec des fonctions IA, elle se présente comme une plateforme IA avec des outils de design. Et c'est son propre directeur des opérations qui le formule sans détour, en février 2026. On peut la voir plus comme un curseur pour le design. Alors, petite précision parce que j'ai bugué longtemps sur cette phrase. Pour info, il dit pas que ça doit devenir le curseur du design, genre ça. Cursor, c'est un outil d'IA pour faire du code. En gros, tu donnes une instruction, l'IA écrit à ta place et toi tu diriges. Canva veut faire pareil, mais pour le visuel. Melanie Perkins, elle raconte pas vraiment ça comme ça. Quand Magic Studio est sorti, elle a dit vouloir construire pour les 99% du monde qui n'ont pas de formation complexe en design, la même promesse qu'au tout début, presque mot pour mot, tout le monde doit pouvoir designer. Parce que la création se fragmente entre trop d'outils différents, et en ce point, bien joué Mel, on est d'accord. Sauf que son propre directeur des opérations, lui, il parle plus d'accessibilité, il parle de plateforme IA. Deux discours dans la même boîte au même moment, l'un qui dit on démocratise et l'autre qui dit on automatise. Alors, c'est pas fondamentalement contradictoire, mais c'est plus la même promesse. Et le vêtement a connu la même bascule de vitesse plus tôt. Le délai de fabrication de Shein, de l'idée au produit en rayon, tourne autour, a priori de ce que j'ai vu, de 5 à 7 jours. Celui de Zara, qui faisait déjà figure de record il y a 20 ans, ça prend 14 jours chez eux. Le recordman d'hier, c'est devenu le land d'aujourd'hui. C'est ultra chaud, Et c'est malheureusement le chemin que Canva impose au reste du graphisme en ce moment même. La seule différence, c'est qu'un vêtement jetable, on sait le nommer. Un visuel jetable n'a pas encore de mots pour le raconter. Et en plus, il y a un vrai souci, c'est que le vêtement est obligatoire pour chaque humain, donc c'est un sujet plutôt accessible à tout le monde. Enfin, à part au Cap d'Agde où c'est soumis à condition. Mais... En tout cas, le graphisme, on pense que c'est grand public parce qu'on croise des pubs, des contenus faits par des graphistes, etc. toute la journée. Mais en fait, c'est hyper niche. C'est le même principe que la télé, en fait. C'est grand public parce que tout le monde ou presque en a une. Pour autant, combien de personnes connaissent le prix d'un spot sur TF1 diffusé à 21h? Spoiler, pas hyper accessible. Mais là où tout ce sujet-là m'a sauté à la gueule, c'est quand il y a quelques mois, j'ai tombé un dossier et je me suis dit merde, je devrais dire que ça m'a pris plus de temps parce qu'ils vont croire que j'ai fait ça sur Canva. Là, je me suis dit qu'on était sur un souci vraiment structurel parce que non seulement je culpabilisais d'aller vite, mais en plus j'avais peur de me faire comparer à un outil, tu sais quoi, dont je me sers moi aussi des fois. Oui, avant de fabriquer une poupée pour me planter des aiguilles dans les côtes, je peux tout expliquer. C'est vrai que je m'en sers moi aussi de Canva. Mais pour une story, un draft ultra rapide, des PowerPoint, certains cours que je donne pour aller plus vite. Je m'en sers en fait quand ce qu'on me demande, c'est de l'assemblage, pas de la création. Quand le budget, le temps ou l'intention du projet demande pas qu'on invente un truc, mais juste qu'on combine proprement ce qui existe déjà. Et je me rends compte que finalement, je fais partie du problème. C'est difficile de décrier quelque chose et de raconter que ça va pas, tout en disant « Oui, mais regardez, si on s'en sert correctement, alors ça va ». Déjà parce que, après tout, qui suis-je pour avoir la vérité absolue? Mais aussi parce que, en l'utilisant, je fais partie de ceux qui payent, donc qui participent à raconter que Canva c'est bien. C'est un peu comme le fumeur du dimanche, celui qui s'en grille une de temps en temps avec modération. Sa modération à lui, elle change sa santé, mais elle change rien au chiffre d'affaires du fabricant. Moi c'est pareil, que je m'en serve bien ou mal, Canva il touche mon fric et il touche son abonnement pareil. Alors, pour ceux parmi vous qui sont pas du tout dans le milieu de la DA et du graphisme, coucou déjà, trop cool d'être resté jusque là, mais pour vous donner de la profondeur, on va parler prix 2 secondes, sans bullshit et avec des chiffres pratiqués par les pros du marché. Pour les pros du marché, ça va pas vous faire tomber de votre chaise, mais laissez-moi faire juste cette petite parenthèse pour que tout le monde suive correctement. Quand on nous dit « Coucou, fais-moi un logo », c'est un ticket à plusieurs milliers d'euros, entre 2000 et 8000 disons,
selon la portée de l'identité qu'on crée, selon l'interlocuteur, selon si on a une agence ou si on est freelance, selon si on est junior ou senior, etc. Parce que quand on appuie sur le bouton « Créer un nouveau logo », chez nous, ça veut dire analyser le brief et le client, faire des recherches chiffrées, faire des recherches inspirationnelles, créer des intentions créatives qu'on doit expliciter, créer 2 pistes différentes pour que le client se positionne, faire plusieurs déclinaisons, définir les typos, voire des fois en créer une, définir la gamme de couleurs qu'on va utiliser, parfois même on va jusqu'au ton éditorial. Donc comment est-ce qu'on recommande au client de s'adresser à sa cible? On va créer tous les pictos que tu vas voir sur le site internet pour appeler, envoyer un message, contacter, ou sur les brochures. Parfois on va devoir faire des shootings, donc appeler un photographe, louer un studio. Bref, ça chiffre. Un abonnement Canva Pro coûte 12 € par mois. Fais le calcul toi-même, moi j'ai arrêté de le faire, ça me démoralise à chaque fois. Canva a coupé le marché du design en 2. D'un côté, ceux qui payent encore pour un vrai travail de fond. De l'autre, tout le reste. Et le reste, c'est déjà la majorité large. Et tant qu'on parle de prix, parlons-en jusqu'au bout. Parce que cet argent qui file plus vers les designers, il va quelque part quand même. Melanie Perkins, celle qui répète depuis 2013 que tout le monde doit pouvoir designer, elle vaut aujourd'hui plus de 7 milliards de dollars. Toute seule. Son mari aussi, il est milliardaire. 12 € par mois, multiplie ça par 31 millions d'abonnés. L'argent, il y en a, mais il finit pas dans les poches des designers qu'on a plus payés ou qu'on a simplement continué à embaucher au même tarif. Donc du coup, coincé entre tout le monde doit pouvoir designer et 7 milliards de dollars sur un compte perso, la démocratisation, elle a surtout enrichi une petite portion de personnes. Et on va être clair, j'ai absolument rien contre le fait que quand des gens inventent des concepts de malades, ils gagnent un fric fou. Mais genre, vraiment, pour de vrai, tant mieux, c'est le but. C'est trop bien d'être récompensé quand on a une bonne idée. En soi, elle a une bonne idée, tu vois. Et face à 7 milliards, j'ai pas la prétention de dire que je serais vierge de tout écart d'éthique, après tout. Quoi qu'il en soit, trop cool pour le compte en banque, mais le problème c'est que quand quelqu'un qui n'est pas designer révolutionne le marché du design, on évince une population du marché, les designers. Et c'est pas un ressenti en l'air, le Forum économique mondial, je vous le mets en description aussi, faites-moi penser si j'oublie, classe aujourd'hui le graphisme au 11e rang des métiers dont le déclin sera le plus rapide au monde sur les 5 prochaines années. Il y a 2 ans à peine, le même rapport le classait en croissance modérée. Quand on prend le parallèle côté vêtements, le compte est fait depuis longtemps et il est terrible. La production textile mondiale a atteint 113 millions de tonnes en 2025. La fast fashion en représente environ 60%. 92 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année, moins de 12% sont recyclés. A priori là, sur Terre, il y a assez de vêtements, si on arrêtait la production maintenant, pour habiller, je crois, toute l'humanité sur 20 ans, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est un truc de dingue. Le vêtement moyen n'est porté que 7 fois avant d'être abandonné. Ce truc de supprimer la fiction qui freine l'achat, ça a littéralement fait exploser le volume côté consommation. On est en train d'assister au même déplacement sur les images. On sait juste pas encore le mesurer aussi précisément, ou alors si, mais peut-être que personne veut regarder vraiment le chiffre en face. En fait, c'est la course qu'on voit partout ailleurs. Faire plus vite pour facturer plus et encaisser plus. C'est comme l'IA. Non, attends, merde. Je vais vous spoil. Non, ne me draguez pas. On en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, on se concentre. Bon. Il y a un argument que les designers eux-mêmes se renvoient depuis des années et ils méritent d'être entendus et pas contournés. Si un client utilise Canva à la place d'un professionnel, c'est peut-être qu'il n'avait de toute façon pas les moyens de payer un vrai tarif. Cet argument, il tient tant que ceux qui n'ont pas les moyens restent minoritaires. Le vrai problème commence quand ce non-choix devient la norme. Quand des designers eux-mêmes, formés ou pas, se mettent à vendre du travail vite fait par défaut, même à des clients qui auraient largement les moyens de se payer un travail de fond. Ces clients-là, on ne leur propose même plus l'autre option. Voilà, bon, tu peux toujours la fabriquer ta poupée, mais maintenant tu sais pourquoi. 265 millions de personnes designent sur Canva chaque mois. Je sais pas combien a appris préalablement à designer, mais pas lourd à mon avis. Et si t'as suivi jusqu'ici, tu sais que c'est toujours pas le problème. Le vrai problème, il a un nom. L'assemblage. Un template, une coupe de vêtements, un prompt. Ce mot-là a changé notre façon de comprendre ce que ça veut dire fabriquer quelque chose. Avant, fabriquer voulait dire partir de rien et créer un truc. Aujourd'hui, dans plein de métiers, ça veut dire choisir, dans ce qui existe déjà, la meilleure combinaison possible. C'est un vrai changement. Imagine si je t'avais mis sous les yeux 2 gâteaux pendant toute la vidéo. Imagine juste. L'un est fait avec recherche, amour, patience, choix, plusieurs étapes. L'autre est fait par assemblage. Ouvrir un sachet, verser, enfourner. Lequel est meilleur ? Aucun des deux. Parce que la question posée comme ça, elle est fausse. Un gâteau fait avec une préparation toute prête, c'est pas un mauvais gâteau. Il fait exactement ce qu'on lui demande. Nourrir, vite, sans y penser, pareil à chaque fois.
Un gâteau fait à la main, avec un vrai fruit, avec du temps, des ratés, c'est un autre produit. Il fait autre chose, il fait plaisir. Il porte une intention, quelqu'un qui a pensé à toi en particulier. Le problème a jamais été de choisir entre les deux. Le problème, c'est qu'on nous vend de plus en plus le premier au prix du deuxième.